Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Voici mon récapitulatif de l'anime Konjaku. Si vous aimez mes résumés, pensez à vous abonner. L'histoire commence alors qu'une fille traverse une forêt et voyage comme chaque personne dans chaque film d'horreur. Elle est poursuivie par un groupe de soldats, mais il s'arrête un instant de peur. L'un des soldats explique qu'au fond de cette forêt se trouve le repère du Seigneur Démon. La rumeur dit qu'il déteste les humains et quiconque s'approche de son repère est soumis à sa violence. À ce moment-là, ils sont informés de l'emplacement de la fille et la poursuite se poursuit. Alors qu'elle court, la fille s'excuse auprès d'une personne nommée Natalia pour avoir décollé sans explication. Elle commence à lui promettre quelque chose, mais la nana maladroite tombe pour la deuxième fois dans la dernière minute. Elle voit une maison au loin juste au moment où elle s'évanouit. Le lendemain matin, un garçon lit un titre disant qu'une méchante femme d'une nation voisine a disparu. Il sent une présence et se dirige dans la forêt pour trouver un groupe d'animaux suspects qui ont l'air de ne rien faire de bien et se demande s'il y a un monstre là-bas. Il découvre qu'il s'agit en fait d'une fille et suppose qu'elle a dû fuir un ravisseur. Les soldats se cachent à proximité, mais nous constatons que le garçon était déjà bien conscient et qu'il utilise la magie de l'illusion élémentaire pour les déranger. Il peut dire à partir d'un badge qu'ils sont des gardes du royaume de Nuré et qu'ils travaillent directement pour la famille royale. Le garçon demande à savoir quelles affaires ils ont là-bas, mais ils agissent comme un disque brisé et exigent qu'ils remettent la femme. Ils entourent le garçon et expliquent que la fille est une criminelle majeure qui a déshonoré la nation. Ces imbéciles ne savent clairement pas qu'ils parlent au protagoniste car ils promettent de ne pas lui faire de mal tant qu'il remet la fille sans faire d'histoire. Le garçon n'a pas du tout peur et refuse de se plier aux demandes. Il refuse de se ranger du côté d'un groupe de boîtes de conserve, alors ils lui font remarquer qu'il ne peut pas utiliser ses mains et ils attaquent. Malheureusement pour eux, il est encore capable d'utiliser la magie et les chocs avec une habileté non verbale. Il prépare sa prochaine attaque et les soldats tremblent de peur en réalisant que ce garçon est le grand seigneur démon qui réside dans la forêt. Cette prise de conscience arrive bien trop tard car le seigneur démon lance une puissante attaque qui défait tout le groupe. Il fait une chose folle et puissante de contrôle mental et demande aux soldats de lui dire ce qu'ils diront lorsqu'on leur demandera ce qui s'est passé. Ils diront qu'ils ont fouillé la forêt à fond, mais la piste de la femme avait disparu, ils ont donc conclu qu'elle avait été attaquée par un monstre. Il envoie ensuite ses nouvelles marionnettes métalliques car elles n'auront aucun souvenir de ce qui s'est réellement passé. Plus tard, nous apprenons que le nom du seigneur démon est Alan et il regarde la fille qui ne veut pas croire qu'elle est une criminelle majeure que tout le pays recherche. Elle se réveille et nous apprenons qu'elle s'appelle Charlotte. La section des potins du journal déclare qu'elle est la fiancée du prince du royaume le plus proche, mais elle dit que c'est un mensonge. Charlotte le nie frénétiquement, mais Alan lui dit d'arrêter de paniquer car il peut dire si quelqu'un ment juste en le regardant dans les yeux. Le détecteur de mensonges humains peut dire qu'elle ne ment pas et elle fond en larmes car il est la première personne à la croire. Elle explique qu'elle était à une fête lorsqu'elle a été appelée et qu'elle pouvait entendre les gens raconter qu'elle était l'enfant d'une maîtresse. Il a été annoncé que ses mauvaises actions avaient été révélées, mais elle dit à Alan qu'elle n'avait rien à voir avec aucune des accusations. Malheureusement pour elle, personne n'a remis en question les paroles du prince Cécile et il a annoncé qu'elle serait arrêtée pour trahison. Elle a essayé de se défendre, mais Prince Pain in the Butt a simplement annulé leur fiançailles et l'a emmenée en prison. Alan avec sa vision au détecteur de mensonges peut clairement dire qu'elle a été piégée. Soit le prince ne voulait pas l'épouser, soit il y avait peut-être une autre femme. Charlotte s'excuse d'avoir pris son temps alors qu'elle se prépare à partir, mais Alan change de sujet pour souligner à quel point la pièce est en désordre et demande si elle sait comment nettoyer. Elle dit qu'elle est assez moyenne en nettoyage, mais Alan dit que c'est exactement ce qu'il cherche et lui donne un travail. Le poste est pour une femme de ménage résidente et elle sera en charge des tâches ménagères. Elle n'hésite pas à lui rappeler qu'elle est une criminelle recherchée, alors il prend un moment pour réfléchir. Il vit isolé au fond de la forêt pour ne pas avoir à traiter avec d'autres personnes, donc héberger un fugitif va à l'encontre de ce but. Cependant, Alan explique qu'il a été trahi par quelqu'un dans le passé, tout comme elle. Il y a 3 ans, il a été invité à rejoindre un certain parti. Espérant une aventure, il les a rejoints. Cependant, ils l'ont utilisé pour briser le sceau d'un temple pour voler le trésor qu'ils cherchaient et l'ont abandonné devant une horde de monstres. Charlotte pense que c'est affreux et Alan n'arrive pas à croire à quel point elle est pure puisqu'elle a cru son histoire sans hésitation. À l'époque, il n'y avait personne pour l'aider, alors il pense qu'ils ont beaucoup en commun. Cependant, Charlotte têtue comme une mule ne veut pas lui causer d'ennui et décline son offre. Alan décide qu'il n'a pas d'autre choix et se jette une malédiction mortelle de manière choquante. Le cœur du maniaque s'arrêtera dans 3 minutes et il ne lèvera pas la malédiction tant qu'elle n'acceptera pas de travailler pour lui. Alan prévient qu'elle ferait mieux de se décider sinon un civil innocent mourra à cause d'elle. Elle panique devant la situation absurde alors qu'il parle comme un méchant alors qu'elle pensait qu'il était juste une personne gentille qui essayait de la sauver.
Il proclame qu'il est un homme vertueux, mais lui rappelle ensuite qu'elle n'a que 2 minutes et 31 secondes pour décider. Comme si elle n'avait pas déjà assez de pression, Alan, qui commence à ressembler à Kermit sous stéroïdes, explique qu'il devient de plus en plus difficile de respirer. Quelques instants plus tard, nous voyons qu'elle a cédé et est maintenant devenue la compagne d'Alan. Alan s'émerveille de la qualité de son travail de nettoyage et se souvient à quel point ses mains étaient rugueuses lors de leur première rencontre. Il a déterminé qu'elle était une noble dame par titre seulement et qu'en réalité elle ressemblait peut-être plus à une servante. Cendrillon 2.0 souligne que tout ce qu'elle a fait était de polir le sol et c'est lui qui a rangé les choses en utilisant la magie. Alan, toujours l'innovateur, dit qu'il a juste utilisé son style de nettoyage qui brûlait les trucs comme un pyromane et cela l'a fait se demander si elle est vraiment nécessaire. Il souligne à quel point la pièce était sale avant et explique qu'il n'a aucune compétence en entretien ménager. Laissé seul, il ne pense même pas à nettoyer et utilise la même stratégie que j'utilise qui consiste simplement à l'ignorer jusqu'à ce qu'il bouge tout seul. Charlotte anticipe alors étrangement sa prochaine corvée, mais il n'a rien pour elle et lui dit simplement de faire ce qu'elle veut jusqu'au dîner. Elle n'arrive pas à croire qu'il ne s'inquiète pas qu'elle vole des affaires, mais il explique qu'il est allé faire les courses plus tôt et qu'il ne lui reste plus beaucoup d'argent à voler. Elle s'excuse qu'il ait dû acheter des choses pour elle, mais il déclare qu'il considère cela comme un investissement. Il la laisse faire ce qu'elle veut car il a besoin de travailler et il lui dit de ne pas le déranger. Alan réfléchit alors à la façon dont il ne peut pas ignorer quelqu'un en difficulté, mais il déteste aussi être sociable. En plus de cela, même si elle peut ressentir une dette de gratitude envers lui maintenant, avec le temps, elle en aura marre de lui et partira. Se débarrassant de ses devoirs de seigneur démon, quel qu'il soit, Alan participe à l'un de ses rares passe-temps. Ce cinglé diabolique de vérification des faits aime trouver des trous dans les documents de recherche sur la théorie magique, soulignant chaque faille et la corrigeant avec ses corrections. Il termine après plusieurs heures et est choqué de trouver Charlotte derrière lui. La demoiselle au rabais lui rappelle qu'il lui a dit de faire ce qu'elle voulait et elle a étrangement choisi de compter les grains dans le plancher de bois. Alan découvrira plus tard qu'elle n'a pas de passe-temps et dans le passé, lorsqu'elle ne faisait pas de formation nuptiale, elle nettoyait et réparait simplement des vêtements, elle n'avait donc pas de temps libre pour ses passe-temps. Alan n'arrive pas à croire qu'elle puisse dire une chose aussi triste avec un sourire sur son visage et elle continue son histoire sanglante en déclarant qu'elle n'aimait pas vraiment sa formation nuptiale puisqu'elle venait de se faire crier tout le temps. Après qu'il ait demandé à entendre un souvenir affectueux récent, Charlotte lui raconte de manière déprimante qu'une fois sa petite sœur Nathalie lui a apporté des fruits. C'était un peu meurtri, mais elle n'avait pas accès à chacune de ses friandises très souvent, alors elle était très heureuse. Son histoire déprimante lui fait se demander pourquoi le visage d'Alan a l'air si effrayant, mais il lui dit que c'est le visage avec lequel il est né. Alan pense à la façon dont il a même pu passer des moments amusants dans une académie magique tous les jours, comme faire pleurer les professeurs en les bombardant de questions et en faisant exploser les salles de classe avec des expériences de potions. Il pense que Charlotte devrait passer le meilleur moment de sa vie et pourtant elle n'a ni passe-temps ni souvenirs amusants. Alan décide alors avec enthousiasme qu'il va lui donner un cours intensif sur toutes les choses espiègles de ce monde. Quelques instants plus tard, Cendrillon, au sous-sol des bonnes affaires, s'assoit devant plusieurs boîtes et apprend qu'Alan a décidé de vendre son équipement magique pour tout se permettre. Alan clarifie ce qu'il entendait par espiègle et explique que c'est un type de plaisir immoral. Il ne peut s'empêcher d'être accro à ce type de comportement espiègle, mais souligne que Charlotte est une personne honnête et authentique. Il se demande si elle a déjà parlé contre la famille du duc et constate qu'elle ne pourrait jamais le faire puisqu'ils ont eu la gentillesse de la laisser rester avec eux. Il est clair pour Alan qu'elle parle comme s'ils étaient son maître, pas sa famille. Il proclame qu'il va maintenant commencer sa leçon qui la transformera en une bête qui perd son ancien moi. Charlotte, démontrant sa pureté inébranlable, devient effrayée car elle apprend toujours à ne pas faire de mauvaises choses, mais il lui assure qu'ils ne feront rien d'illégal. Sa peur se transforme instantanément en choc quand Alan révèle que la première indulgence sera des gâteaux. Il est trop tôt pour qu'elle soit surprise car il révèle encore plus de nourriture. Il lui dit de manger, de boire et de se marier à sa guise, car c'est la chose espiègle de la journée qu'elle apprendra. Bien sûr, la Debbie Downer pense que ce n'est pas une bonne idée puisqu'ils doivent manger un bon dîner. S'ils ne mangent que des sucreries, cela entraînera une alimentation déséquilibrée. Alan s'attendait à cette réponse de Cendrillon à rabais, mais souligne que c'est exactement pourquoi il veut la corrompre. Il est certain que le duc a dû la traiter comme de la famille en surface, mais en réalité la traiter comme une servante. Alan lui présente un gâteau qu'elle refuse bien sûr car une personne terriblement égarée lui a dit à tort que vous ne pouviez pas avoir de gâteau pour le dîner. Alan lui rappelle qu'il est son employeur et lui ordonne de lui faire remplir tous les gâteaux. Little Miss Never Dessert pense que c'est fou, mais il lui dit que c'est son travail pour la journée. Si elle ne le fait pas, il menace d'utiliser à nouveau la malédiction de la mort sur lui-même.
Charlotte veut qu'il choisisse d'abord ce qu'il aimerait, mais après tout cela, il explique de manière hilarante qu'il n'aime pas les sucreries. Charlotte n'arrive pas à croire qu'il a vendu ses affaires pour tout acheter et est encore plus étonnée quand il déclare qu'il l'a fait parce qu'il pensait que cela la rendrait heureuse. Il pense qu'elle doit détester les sucreries quand elle devient agitée, mais elle les aime vraiment et prend sa première bouchée. C'est absolument délicieux et les larmes coulent à nouveau sur son visage. Alan, notre seigneur démon du dessert, est toujours aussi désemparé et se demande si le gâteau est pourri, mais Charlotte explique qu'elle pleure parce que personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour elle auparavant. Alors qu'elle se souvient de son passé, elle dit qu'elle n'est pas sûre que quelqu'un comme elle soit même autorisé à être aussi heureux qu'elle. Alan lui dit d'arrêter d'être ridicule car ce n'est que le début et il prévoit de lui apprendre toutes les joies du monde. Il a pris la décision de la remplir de plats délicieux, de lui présenter tous les délices sous le soleil et de l'emmener dans de nombreux endroits à travers le monde. Il veut lui faire vivre des choses amusantes et heureuses jusqu'à ce qu'elle s'ennuie et qu'elle puisse dire qu'elle est la personne la plus heureuse du monde. Charlotte n'arrive pas à croire qu'il fait tout cela pour un parfait inconnu et il fait remarquer que même lui ne sait pas pourquoi il le fait. Mais s'il veut le faire, il le fera à fond. Elle explique qu'elle n'a aucun moyen de le rembourser, mais il lui dit que ce n'est pas nécessaire et qu'elle pense simplement qu'elle est obligée de suivre son passe-temps. Charlotte veut qu'il en mange alors il lui rappelle qu'il déteste les sucreries mais cède bientôt à son plaidoyer. Il trouve que ce n'est pas si grave et les deux apprécient leur dîner induisant le diabète. Alan se rappelle à quel point il n'aime pas être social mais décide d'essayer juste cette fois. Il passe un bon moment mais dehors, nous voyons que le danger se profile. Plus tard, Alan pense à Charlotte qui essaie probablement d'éviter le diabète de type 2 puisqu'elle finira les gâteaux petit à petit puisqu'il les a conservés avec de la magie. Notre seigneur démon maniaque pense que simplement manger beaucoup de nourriture est trop ennuyeux et il veut lui donner plus d'expérience qu'elle n'a jamais vécue auparavant. Il pense qu'il sait exactement quoi faire et laisse échapper un rire maniaque. Le lendemain matin, Alan se réveille après une nuit à écrire sa liste espiègle. C'est le plan intelligent que son cerveau de génie a créé. Il est certain que Charlotte adorera sa liste mais un second coup d'œil lui fait réaliser que la liste est remplie de choses que lui seul aimerait. Alan détermine qu'il doit trouver plus d'idées et jette le livre inutile. Alan trouve Charlotte devant sa porte comme un chiot perdu et elle est inquiète parce qu'il a l'air si fatigué. Alan ne voulant pas ressembler à un simp après être resté éveillé toute la nuit à lui faire une liste dit qu'il travaillait et qu'elle devrait prendre son petit déjeuner sans lui. Charlotte, apparemment incapable d'abandonner ses habitudes de Cendrillon, a décidé de balayer la maison. Alan souligne qu'elle a déjà nettoyé les zones assignées en tant que femme de chambre mais Charlotte explique qu'elle lui est redevable et qu'elle veut être plus utile. C'est juste une vie à laquelle elle est habituée et Alan se rend compte qu'elle devait nettoyer tous les jours quand elle était au manoir du duc. Sa famille est de la noblesse, ils ont donc dû avoir d'innombrables serviteurs. S'ils l'ont quand même nettoyé, la raison doit être plutôt désagréable. Comme si cela ne suffisait pas, elle a été traitée comme moins qu'une servante, sans parler de l'exil du pays pour un crime qu'elle n'a pas commis. Charlotte, ne voulant pas rester là pendant que notre protagoniste pense à lui-même s'en va. Alan ne semble même pas vraiment le remarquer et pense à la façon dont Charlotte ne dit jamais du mal des autres. Pas un mot de ressentiment à propos de son horrible famille ou de l'ex-fiancé idiot d'un prince qui l'a piégé. Alan montrant plus d'empathie que ce à quoi on pourrait s'attendre d'un seigneur démon s'énerve et explique que si c'était lui, il les écraserait complètement en morceaux. Il détermine que ce n'est pas qu'elle n'en veut pas à ces gens, c'est juste qu'elle hésite à l'exprimer. Ce qui se cache au fond, c'est probablement sa peur envers eux et sa faible estime de soi. Juste à ce moment-là, Alan est choqué d'entendre la voix de quelqu'un car il craint qu'il découvre qui est Charlotte. Il découvre que c'est un chat grossier nommé Miaka qui livre le courrier d'Alan. Le poilu appelle Alan le seigneur démon ce qui choque Charlotte alors il révèle que c'est juste son surnom. Miaka se rend compte que Charlotte a l'air très familière et l'a peut-être même vue dans le journal le plus récent. Alan se prépare à mentir pour cacher l'identité de Charlotte mais Miaka l'arrête. Elle explique que la devise de son entreprise est que les besoins du client passent toujours en premier, donc cela ne la regarde pas qui est sa femme de chambre. Alan donne ensuite à la boule de poil les potions qu'il livre au magasin de magie de la ville. Miaka explique que sa potion est très demandée car elle est excellente mais se demande pourquoi Alan ne vit pas en ville car il lui serait plus facile de gagner de l'argent de cette façon. Sa réponse est simple et la même que je donnerais et c'est parce qu'il y a des gens là-bas. Miss atterrit toujours sur ses pieds pense qu'Alan devrait vivre un peu mais il lui dit que ce n'est pas ses affaires. Le chat rétorque en disant que son visage diabolique est la raison pour laquelle les gens de la ville l'appellent Seigneur Démon. Alan ne peut pas le nier car il est naturel que les gens parlent de cette façon d'un sorcier maléfique vivant à la périphérie de la ville. À titre d'exemple, nous voyons quelques petits enfants au nez morveux se promener dans la forêt en discutant des mythes sur le Seigneur Démon qui y réside. Ils ont entendu dire qu'il jette des sorts sur quiconque s'approche de sa maison,
Mais les petits marmots naïfs n'ont pas peur et proclament fièrement qu'ils vaincront le seigneur démon. Alan se présente comme un gars sympa et les avertit des dangers de la forêt, mais ils sont instantanément terrifiés. Il s'avère que Demon leur n'est vraiment qu'un surnom et Alan n'est qu'un simple sorcier. Miaka déclare carrément qu'il est temps pour lui de trouver un but à sa vie. Mais il lui rappelle que sa vie n'est pas une bibliothèque publique en lui disant une fois de plus de s'occuper de ses propres affaires. Alan demande ensuite à Charlotte de parcourir un catalogue pour toutes les nécessités quotidiennes dont elle pourrait avoir besoin. Elle est incroyablement reconnaissante et promet de le rembourser, mais notre vaillant protagoniste explique que ce n'est pas nécessaire. Charlotte hésite à nouveau car il lui a déjà acheté assez de gâteaux pour nourrir un petit pays, mais il lui dit de commander ce qu'elle veut et si elle hésite encore une fois, il menace d'acheter chaque article du catalogue. Miaka voit à quel point la pauvre Charlotte est rude et explique qu'elle doit dénoncer le seigneur démon si elle veut arrêter sa tyrannie. Si c'était elle, elle lui donnerait un avant-goût de ses coups de poing de chat, d'autant plus que c'est le meilleur moyen d'oublier les mauvaises choses et de se libérer du stress. Alors que le seigneur démon reçoit plusieurs coups de poing au visage du félin, un regard maniaque se pose sur son visage. Il a une idée diabolique et les filles tremblent de peur. Quelques jours plus tard, Miaka revient avec la chose commandée par Charlotte. Étonnamment, Alan a commandé quelque chose aussi. Il est venu dans une énorme boîte et il est satisfait de sa qualité. Il explique que c'est en fait pour Charlotte, mais elle ne peut pas imaginer ce qu'il lui a obtenu. Alan est sûr qu'elle va adorer et fait la grande révélation. C'est un sac de boxe. Charlotte est complètement confuse au début mais détermine rapidement que ce doit être pour faire de l'exercice physique. Ce n'est pas tout à fait exact car Alan révèle que c'est la chose espiègle qu'elle apprendra ensuite. La fille chafouineuse qui n'arrive pas à se soucier de ses propres affaires n'arrive pas à croire qu'il enseigne des choses espiègles à Charlotte. Elle souligne à quel point Cendrillon est innocente et douce, mais Alan souligne qu'il ne fera rien de dangereux. Alan exige que Charlotte libère tout son stress sur le sac de boxe et a même pris la peine d'y attacher son ancien fiancé. Alan explique que ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'accepter tout, c'est d'être en colère. Parfois, être patiente est nécessaire mais c'est tout aussi nécessaire de se laisser aller. Sinon, elle finira par s'effondrer. Les émotions qu'elle ignore ne disparaîtront pas. Ils se cachent au fond de son cœur et finiront par déborder pour la détruire. Alan reconnaît que n'importe qui hésiterait si on lui disait de frapper quelque chose, mais lui assure que cela devient rapidement addictif. Malheureusement, Charlotte dit qu'elle n'est pas en colère. Alan explique que pour trouver cette photo, il a parcouru de nombreux journaux. Il a appris comment elle était traitée comme une méchante dans le royaume de Nuré et cela l'a frustrée sans fin. Ils lui ont tout pris, ils ont piétiné sa dignité et maintenant elle n'a plus de logement dans ce pays. Charlotte prouve qu'elle est le vrai punching ball car elle dit naïvement qu'elle est sûre que le prince avait une bonne raison. Elle a l'impression qu'elle leur doit de l'avoir élevé jusqu'à présent et se sent mal pour le prince d'avoir quelqu'un comme elle comme fiancé. Elle déclare qu'elle ne peut pas leur en vouloir et Alan détermine que la racine du problème est plutôt profonde. Bien sûr, c'est frustrant car il pensait que son plan était parfait. Le plan était censé se dérouler comme ça. Laissez d'abord Charlotte réaliser son ressentiment. Deuxième tempête dans le royaume de Nuré et découvrez les mauvaises actions du prince. La troisième Charlotte prouve son innocence et les méchants sont capturés. Quatrièmement, tous les problèmes sont résolus et elle vit heureuse pour toujours. Cela ne fonctionnera cependant pas car Charlotte n'a pas encore fait face à ses sentiments et elle s'est trop habituée à les réprimer. À ce rythme, même si le prince est condamné, elle s'en voudra probablement. Miaka ne veut jamais manquer une occasion de mettre son nez. Where it doesn't belong ironiquement dit à Alan qu'il pourrait vouloir alléger un peu la vie de Charlotte. Le seigneur démon est en fait d'accord, mais ce n'est pas dans sa nature d'attendre et de laisser le temps guérir les choses. Au lieu de cela, il fait exactement le contraire et exige que Charlotte le frappe. Le silence de tout le monde lui fait penser qu'elle ne l'a pas entendu alors il lui répète. Charlotte ne pourrait jamais faire une telle chose mais Alan lui dit qu'elle n'a pas le choix en la matière et qu'il lui fera le faire. Nous voyons enfin un aperçu de son pouvoir alors qu'il prend le contrôle du gant de boxe et la force à le frapper en plein visage. Après qu'il ait été renversé, elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé, alors Alan explique qu'il a manipulé son bras droit pour le frapper. Notre seigneur démon masochiste aurait peut-être un peu trop aimé ça et il complimente Charlotte sur le puissant coup de poing. Charlotte, ressemblant à la seconde venue de Mike Tyson, devient frénétique quand elle voit qu'elle a fait saigner le nez d'Alan mais il la calme. Alan, élevant son niveau de simp au maximum, explique que peu importe à quel point elle le frappe, lui marche dessus, le maudit et l'appelle par des noms quoi qu'il arrive, il ne l'abandonnera jamais. Ce n'est pas son ancienne maison et ici, elle a le droit de ressentir n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Elle est enfin libre. Ces mots commencent à s'enfoncer mais Charlotte n'arrive pas à croire qu'il l'a obligée à le frapper juste pour lui dire ça. Il explique qu'elle n'aurait pas changé d'avis s'il n'était pas allé aussi loin mais elle ne peut toujours pas accepter qu'il y ait recours.
Il est heureux de voir qu'elle est réellement capable de colère et montre à quel point il est facile de guérir une blessure comme la sienne. Pourtant Charlotte lui demande de ne plus jamais rien faire de tel puisque son pauvre cœur ne peut pas le supporter. Il promet de ne pas le faire, alors elle commence enfin à se rendre compte qu'elle a vécu sa vie en ayant peur de beaucoup de choses. Cependant, elle jure de ne plus le faire. Cela ne viendra peut-être pas tout de suite, mais elle veut pouvoir dire ce qu'elle pense à voix haute. Alan est heureux d'entendre tout cela et promet d'être à ses côtés, peu importe le temps que cela prendra. C'est très différent du plan initial d'Alan, mais il est heureux qu'elle puisse maintenant prendre un nouveau départ. Alan s'excuse auprès de la boule de poil humaine car il pourrait ne pas avoir d'utilité pour le sac de boxe qu'elle a livré. Miyaka ne s'en soucie pas car le client passe toujours en premier et elle est sûre qu'il utilisera beaucoup plus son service de livraison à l'avenir. Elle suppose qu'il achètera bientôt une alliance et des affaires pour bébé, mais le couple désemparé n'a aucune idée qu'elle parle très clairement de leur mariage. Cela semble être une fin heureuse à une autre journée mouvementée, mais nous voyons une fois de plus quelqu'un dans la forêt les regarder alors qu'elle déclare qu'elle l'a trouvé et qu'il ne peut plus s'éloigner d'elle. Merci d'avoir regardé les 2 premières parties de ce récapitulatif. Abonnez-vous et sonnez la cloche de notification pour les futures parties.